Revoir aujourd'hui Cruising permet de mieux voir en quoi c'est un film de Friedkin. Parce que je pense qu'à l'époque, ça a été un peu brouillé par le contexte. Il faut dire qu'on avait peu l'habitude de voir le milieu sadomasochiste gay à l'écran. À ma connaissance, en France, il y avait que le film de Jacques Scuderi, New York City Inferno, mais qui était un porno gay, qui mélangeait reportage et fiction, qui avait un peu montré ça. Et du coup, il y avait quand même un choc de voir ça. Et puis, toutes les ambiguïtés qui étaient à l'intérieur de l'intrigue ont un peu fait obstacle et ont fait que, sans parler de la polémique qui a habité tout le tournage aux États-Unis et dont on a bien sûr eu l'écho en France, ont fait que le film n'a pas été regardé avec le calme, mais c'est toujours la vie des films. Hein. Les films, ils sont le produit de leur époque et on les reçoit dans un contexte. Revoir le film 40 ans après, évidemment, c'est tout autre chose. Et on voit bien comment Friedkin a voulu faire un film qui lui ressemble. Il met en chantier le film en 79. C'est un moment de sa carrière qui est un peu compliqué, parce que le début des années 70, il a été le roi du pétrole, le roi du box-office, c'est French Connection, c'est L'Exorciste. Bon. Et à ce moment-là, il est vraiment sur le toit du monde, il se croit tout permis, et il va tout se permettre, et il va faire ce film que je trouve sublime, qui est Sorcerer, qui est le Convoi de la peur en français, le remake du Salaire de la peur de Clouzot, mais qui va être un échec terrible au box-office. Parce que le film est profondément un film de Friedkin, mais ce thème qui est toujours chez lui, de la difficulté à faire la différence entre le bien et le mal en chacun de nous, cette idée de parcours qui est franchi à travers l'épreuve, les gens ne vont pas comprendre Sorcerer. Les gens ne vont pas comprendre Sorcerer, qui est un film qui, en même temps, est un film profondément des années 70, qui, comme Acquérir la colère de Dieu ou Apocalypse Now, qui va être tourné juste après, le tournage même du film est un film. C'est-à-dire que le tournage est une odyssée. Friedkin se met réellement en danger en allant tourner dans la jungle, Sorcerer. Voilà. Et le film porte les stigmates de son tournage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la méthode Friedkin, c'est-à-dire que quand il fait French Connection, qui est un film beaucoup plus facile à appréhender, il fait une enquête dans les milieux de la police, il tourne réellement sur place, la poursuite, c'est une vraie poursuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des cascadeurs dans les voitures alentour. Il y a à chaque fois la volonté d'injecter le maximum de réel au cœur de la fiction. Et donc, dans Sorcerer, il y a ce côté fou. Et quand le film sort, le cinéma des années 70 américain a profondément changé. C'est-à-dire que les gens préfèrent des choses beaucoup plus rondes, beaucoup moins ambiguës. Le film va être un échec retentissant. Et comme il avait coûté énormément d'argent, ça va très mal pour Friedkin, qui va essayer de se refaire avec une comédie policière qui s'appelle Tête vide cherche coffre plein. Mais qui est le problème alors là encore, il va tourner, c'est d'après une histoire vraie, un hold-up sur la Brink, une grande compagnie d'assurance, et il va tourner dans les vrais locaux. Il va tourner dans les vrais locaux de la compagnie, le hold-up. Mais ça ne suffit pas à faire un film. Le film est sympathique, mais pas plus que sympathique. C'était vraiment un film pour un peu reprendre pied. Et derrière, il va se lancer dans cette affaire de cruising, qui s'est aussi appelée La Chasse, parce que c'est de nouveau un défi. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire policière dans un contexte exotique, dans un contexte inédit, qui est ce contexte du milieu gay sadomasochiste. Alors, il y a bien un carton au début qui explique que toute la communauté gay n'est pas comme ça, etc., que c'est quelque chose de très particulier qui existe. Alors, à l'origine du scénario que Friedkin va écrire, il y a d'abord un livre qui s'appelle Cruising, de Gerald Walker, mais qui est un livre très antérieur, qui est un livre de 1970. Il est sorti en français dans une édition assez hallucinante sous le titre de Piège à hommes. Voilà. Mais c'est déjà l'histoire d'un tueur dans la communauté homosexuelle américaine.
Mais ce n'est pas du tout le milieu sadomasochiste. Donc il y a ce livre-là, mais ce qui va être le déclic, c'est quand Friedkin va lire une série d'articles dans le Village Voice, des articles écrits par Arthur Bell, qui est un activiste gay, qui fait état d'un certain nombre de morts brutales dans la communauté gay. On retrouve des morceaux de cadavres dans l'Hudson River. Comme les articles sont très développés, très précis et tout ça, ça attire l'attention de Friedkin, qui du coup, la machine Friedkin se met en route pour faire une enquête. Il va rencontrer Randy Jurgensen, c'est un flic qui avait collaboré à French Connection. Et c'est un ancien flic et qui, lors de sa carrière de policier, a fait comme le héros de Cruising, c'est-à-dire qu'il a, pour démasquer un tueur dans la communauté homosexuelle, il s'est infiltré. Donc il a un témoignage de première main pour étayer son scénario, et évidemment Randy Jurgensen va être consultant sur le film. On le voit aussi comme acteur. Il a un petit rôle de policier, il s'appelle le détective Lefransky, vous le reconnaîtrez, il a une petite moustache. Voilà. Et il y a aussi dans les consultants pour l'écriture du scénario et sur le tournage, Sonny Grosso, qui était un des deux flics qui avait inspiré un des deux flics de French Connection, qui lui aussi a un petit rôle. Ça, c'est très typique de la méthode Friedkin, c'est-à-dire que on fait quelque chose, on fait un film dans un milieu qu'on ne connaît pas, et on se documente, et on rencontre des gens qui ont vécu, qui nous racontent, et qui vont rester pendant toute l'aventure du film comme consultants. Et il y a il y a encore une autre personne qui est là, qui est très importante, qui s'appelle Paul Batson. Alors Paul Batson, c'est pas du tout un policier, c'était quelqu'un qui travaillait au service de radiologie de l'hôpital de New York. Et il se trouve que Friedkin l'avait filmé dans L'Exorciste. Dans L'Exorciste, vous vous souvenez, la petite Linda Blair, à un moment, fait des examens médicaux, et notamment une espèce d'IRM ou de scanner du cerveau, pour voir si les troubles qu'elle a, cet enfant, sont d'ordre médicaux. Et pour aller vite, Friedkin, qui aime toujours le réel, a tourné dans un vrai centre médical avec de vrais radiesthésistes, et son assistant donc était Paul Batson. Or, ce Paul Batson, il en a des nouvelles, car alors qu'il travaille sur Cruising, il apprend que ce gars est en fait en prison à Rikers Island, qui est la grande prison américaine, où il est accusé du meurtre d'un critique de théâtre homosexuel. Il contacte son avocat et il demande d'aller le rencontrer en prison. Et l'autre est tout content de retrouver Friedkin, et il est tout à fait d'accord pour parler avec lui. Et donc il lui dit que, oui, il a certainement tué ce gars, même s'il ne se souvient plus trop, parce qu'il avait pris des tas de choses, mais que oui, que ça lui revient à peu près, que ça doit être vrai. Et il lui dit aussi, et ça c'est quelque chose dont Friedkin va se souvenir pour son scénario, que la police lui propose d'endosser d'autres crimes de la communauté gay, et que s'il accepte d'en prendre comme ça plusieurs, affaires non résolues, on adoucira sa peine. C'est-à-dire que plus il en prendra, moins il aura d'années de prison, parce que, évidemment, ça permettrait de boucler le dossier et de rassurer tout le monde en disant « oui, il y avait un tueur, il y avait un serial killer, mais maintenant il est sous les verrous, et donc tout va bien, vous pouvez dormir tranquille ». Et voilà. Et tout ça va du coup infuser avec quand même les droits du livre de Gerald Walker, Cruising, dont il reprend la structure, vont infuser pour faire ce film si particulier. Dans la préparation, il va aussi aller sur place. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'avoir des descriptions de ces bars gays sadomaso. Il prend contact avec les propriétaires des lieux pour pouvoir aller voir. Et donc, les gens lui disent « oui, il faudra vous mettre en tenue, quoi ». Donc, il se retrouve effectivement en slip, voilà, avec Randy Jurgensen, donc son consultant technique, pour voir comment ça se passe. Et il ne va pas y aller une fois, il va y aller plusieurs fois, et il va convaincre les propriétaires et les habitués du lieu de paraître dans son film. Donc, son film n'est pas tourné en studio, il est tourné dans les deux grandes boîtes SM de l'époque, qui sont le Mineshaft, littéralement le puits de mine,
et le Eagle Nest, le nid d'aigle. Et dans toutes les scènes de bar que vous voyez, ne sont pas du tout des figurants, ce sont les habitués de l'endroit qui ont accepté de venir dans leur tenue habituelle, faire leur activité habituelle pour la caméra. Juste, Friedkin leur a dit, on se calme un peu sur l'intensité sexuelle. Alors c'est vrai qu'on voit très bien que, enfin, c'est pas, il joue pas aux cartes, quoi, hein, mais c'est plus cru que ça dans la réalité, mais il ne peut pas y avoir des actes sexuels dans l'arrière-plan pendant que les personnages sont au premier plan, d'une part parce que ça distrairait un peu trop le spectateur, et puis il y aurait d'énormes problèmes avec la censure. Après, on sait que Friedkin a filmé beaucoup plus que ce qu'il y a dans le film. Il y a 40 minutes de coupé. Alors, lui a dit que ces 40 minutes, il les avait mises dans le film pour pouvoir les couper après, comme une monnaie d'échange, pour paraître un gars très sympathique en disant « ben oui, j'ai été trop loin, je veux bien... » Et donc pouvoir faire passer ce qui lui tient le plus à cœur. Quand on regarde attentivement le film, on s'aperçoit que chacune de ces scènes est un peu plus crue que la précédente. Et on voit quand même clairement, à un moment donné, un fist-fucking. C'est-à-dire qu'on voit bien les préparatifs, enfin on voit tous les éléments mis à part. Le plan n'est jamais porno parce qu'on ne voit jamais l'acte lui-même, mais il y a tout ce qui précède, tout ce qui l'entoure, et après il y a un cadrage qui fait qu'on ne voit pas le geste, mais on a très bien compris de quoi il retourne. Donc ça va assez loin. De même, quand on voit le type entouré d'autres dans une baignoire, on comprend très bien de quoi il retourne. Et pour ceux qui ne sauraient pas, il y a cette séquence avec Power Booth, qui est un marchand de foulards que le héros va consulter, en lui demandant à quoi riment tous ces foulards, les couleurs, selon qu'on les met dans sa poche droite, dans sa poche gauche, etc. Et donc là, si vous êtes un peu novice, vous apprenez un certain nombre de pratiques auxquelles le film fait allusion. Well, like blue hank in your left back pocket means you want a blowjob. Right pocket means you give one. Pour le rôle principal, Friedkin avait pensé à Richard Gere. Ça lui semblait une bonne idée, parce que bon, c'est l'American Gigolo, avec ce côté un peu plastique, et en même temps, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière sa tête. Mais, alors que le scénario est en train de tourner, il est prêt à signer Richard Gere. Richard Gere a donné son accord, Al Pacino a le scénario en main et dit « moi je le fais ». Moi, je le fais, c'est moi qui veux faire ça. J'ai fait Serpico en 73, où j'étais déjà un flic incorruptible, machin. Ça m'intéresse de le faire. C'est irrésistible. Quand en 1980, Al Pacino vous dit « je joue dans votre film », bon, vous n'allez pas lui dire « bah non, on a pensé à quelqu'un d'autre ». Voilà. Alors, sur le moment, Friedkin va regretter d'avoir Al Pacino. Il va être, à la sortie du film, il va être très critique sur le jeu de Pacino. Pacino qui va être traumatisé par toutes les émeutes qu'il y a autour du film. Faut bien comprendre que c'est un tournage très compliqué. Comme il y a beaucoup de gens d'activistes contre le tournage, ce que disait George Janson, c'est que sur un tournage normal, il y a 3 ou 4 policiers quand on est en extérieur pour maintenir l'ordre. Là, il y en avait jusqu'à 300. Même à un moment, une séquence de répétition toute anodine dans un café, il y a 200 émeutiers à l'extérieur du café, il faut que le garde du corps de Pacino appelle pour qu'on puisse, appelle des confrères pour qu'on puisse extraire Pacino du café. Donc je pense que Pacino n'avait pas mesuré ça et ça va le perturber, il refusera de faire la promotion du film, mais ça n'enlève rien à son jeu. Et Friedkin, depuis, est revenu et a reconnu que Pacino est très très bon dans le rôle. Il est très bon parce que quand il apparaît, bon, ben, il y a un côté, bon, c'est Pacino, ouais, bon, c'est super flic, super héros, et c'est d'autant plus fort qu'il sombre parce que le film raconte ça. Le film raconte le parcours de quelqu'un qui perd ses certitudes, et qui va se retrouver avoir fait toute une route, mais qui reste très, très ambigu. Et le film est construit de manière à bien faire comprendre, mais comme souvent les films de Friedkin, pour bien faire comprendre le parcours qu'a franchi le héros, on a 2 plans qui se répondent au début et à la fin, qui sont 2 plans sur l'Hudson River. À la fin, c'est juste le fleuve
Et comme ça colle après la fameuse scène de Pacino face au miroir, on comprend qu'entre le début et la fin du film, le personnage a changé. Il a pris du grade dans la police, mais pour prendre du grade dans la police, il y a eu un prix à payer. Et cette avant-dernière séquence, qui a été très mal comprise à l'époque, est magnifique. C'est-à-dire que la mission, entre parenthèses, d'infiltration est terminée. Il est donc nommé inspecteur, il reprend sa vie auprès de sa petite amie, qui est jouée par Karen Allen. Karen Allen, qui là paraît toute douce, presque invisible. L'année d'après, c'est l'héroïne des Aventuriers de l'Arche perdue. Et ce qui est très intéressant, c'est évidemment toutes les séquences, parce qu'au début du film, il lui dit « Je pars en mission, je ne peux pas te dire quoi ou qu'est-ce ». Et donc, tu m'oublies pendant un temps. Et 2-3 fois, il revient à la maison, en quelque sorte, pour prendre un petit peu un bol d'air et tout ça. Et ce qui est fou, c'est que ces scènes permettent de voir là aussi l'évolution du personnage. C'est-à-dire qu'il y a une scène, la première scène où il revient, il se précipite sur elle sexuellement, et lui est très à la manœuvre, mais on sent qu'elle est assez absente et pas très passionnée par le sort qu'il lui réserve. Et dans une autre scène, c'est lui qui est quasiment absent, et c'est elle qui s'active pour essayer de... Et ça se termine au petit matin en disant on va peut-être se séparer pour un moment. Donc on voit à ce moment-là l'échec du couple, et puis c'est lui qui, quand la mission est achevée, revient. Cette fois-ci, il utilise sa clé, il est à se raser pour montrer que voilà, c'est son ancienne peau qui s'en va. Il a muté, il lui dit est-ce que je peux revenir ici, etc. Elle lui dit oui, mais elle a sans doute changé. Elle découvre son attirail de flic avec le cuir, les lunettes de soleil, la casquette. Elle l'essaye. Et il y a ce plan très ambigu où est-ce que ça va devenir un jeu érotique entre eux. C'est aussi l'idée qu'elle, peut-être sans avoir connu ce qu'a vécu son amoureux, elle a quand même été impactée, ou elle va l'être quand il va lui raconter. Le plan est très très étonnant de ce côté-là. Et puis lui, il y a ce moment où il se regarde dans la glace et ensuite il se tourne vers la caméra. Et du coup, c'est un regard vers le spectateur et qui veut tout dire. Qui veut dire est-ce que vous savez vraiment qui je suis? Est-ce que moi je sais qui je suis? Et vous, est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que ce qui est très intéressant dans le film, comme toujours avec Friedkin, c'est que ça dépasse son sujet. Ça dépasse la question de l'exorcisme, ça dépasse le trafic de drogue dans French Connection. C'est-à-dire que les mutations des personnages impliquent le spectateur. Si nous, on est touché, c'est que dans un tout autre contexte, on pourrait vivre un peu la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une ambiguïté totale. Et cette ambiguïté se retrouve dans le traitement de l'histoire policière. Et je pense que c'est ça aussi qui a tellement dérouté à l'époque, parce que Friedkin prétendait, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est raconter une histoire policière dans un contexte particulier. Et l'histoire policière, elle ne correspond pas aux standards du cinéma policier de l'époque. C'est-à-dire qu'on a bien sûr, il y a cette idée que le chassé se rapproche du chasseur, enfin le détective, le policier, du criminel, essaye de comprendre sa psychologie. Donc on a vraiment ça avec cette histoire de flic infiltré. Mais c'est ce moment, en fait, du cinéma aussi des années 70 qui est traversé par le doute. Juste l'année où sort Cruising, il y a le film de Sidney Lumet, Le Prince de New York, où c'est Treat Williams qui est pris dans cet engrenage de dénoncer des collègues corrompus. Donc tout d'un coup, il y a une autre vision de la police. C'est plus du tout la vision rassurante qu'il pouvait y avoir jusque dans les années 60. On a bien vu déjà dans French Connection comment le personnage de Gene Hackman était quand même quelqu'un de très malaisant comme policier, il abusait de sa fonction, il y avait une partie de corruption. Et on retrouve ça dans Cruising, c'est-à-dire qu'indépendamment de ce qui arrive au personnage du flic joué par Pacino, il y a une doublette de flics, dont Joe Spinell, celui qui a été l'année d'après maniaque
dans le film de Bill Lustig, qui au début du film raconte que ça va pas, que sa femme l'a quitté, qu'elle est partie vivre en Floride, que ça se passe mal avec la garde de l'enfant et tout ça, et qui en fait arrête des travestis pour obtenir en quelque sorte des avantages en nature, pour ne pas les embêter, ne pas leur donner de contraventions, etc. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un truc assez infect, c'est au-delà de la corruption, c'est vraiment de l'abus de pouvoir, c'est de la tyrannie, c'est du harcèlement. Donc c'est ça aussi la police de New York. Hein. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le personnage de Pacino, qui en apparence va résoudre l'affaire, en apparence va mettre le serial killer, va permettre que le serial killer soit arrêté, il le blesse et il est arrêté, mais en fait, rien n'est arrêté. Dès le départ, Friedkin avait choisi de brouiller les pistes, notamment sur l'identité du criminel. C'est-à-dire qu'au début, celui qu'on pense être le criminel, on le voit arriver dans un bar, mais on le voit de dos. On ne peut pas voir qui c'est. Bon. Et on verra l'identité du meurtrier lors du premier meurtre. You made me do that. Et lors du deuxième meurtre, c'est pas le même. Et il y a un troisième meurtre. Alors, c'est très compliqué parce que 2 fois le meurtrier est le même, une autre fois, c'est pas le même. Le premier meurtrier a la même voix que les 2 autres. En fait, c'est un autre acteur qui a donné sa voix à chaque fois au criminel, un acteur qui n'apparaît pas. Et il apparaît aussi, cet acteur prête aussi sa voix à l'acteur qui fait le père du criminel présumé qui est joué par Richard Cox. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où Al Pacino a vraiment un suspect, il le file, et l'autre rencontre son père au parc. Father, I need to talk to you. Et manifestement, c'est un père qui désapprouve l'homosexualité de son fils et qui est très traditionnel, etc. Et, You know what you have to do. on comprend le traumatisme, et traumatisme qui va être d'autant plus fort quand le type est arrêté à la fin et qu'on découvre que son père est mort depuis 10 ans. Et qu'il lui écrit des lettres qu'il ne poste pas, comme s'il était toujours vivant. Donc ça veut dire que cette scène où on l'a vu rencontrer son père, nous, de visu, était en fait un pur fantasme. Et là encore, le statut des images est remis en cause. C'est-à-dire qu'on a vu une scène qu'on croyait réaliste alors qu'elle ne l'était pas. Et si on écoute bien dans la VO, donc le père a la voix des 3 criminels qui ne sont pas joués par les mêmes acteurs dans les précédentes scènes. I've taken it for granted that you understood, Stewie. Et son fils, quand il est à l'hôpital blessé à la fin, reprend la voix de son père. I never killed anyone. Donc vous voyez comment il y a cet extraordinaire brouillage des cartes pour en fait nous montrer que la police veut nous faire croire que tout est arrangé. En fait, rien n'est arrangé. Bien sûr, il n'y en a pas eu un, il y en a eu plusieurs. Et d'ailleurs, il y a ce plan à la fin du film où alors que le prétendu criminel, mais qui n'est pas un innocent, hein, qui a bien tué au moins 2 personnes, est arrêté, et on revoit la silhouette en blouson, etc., qui rentre dans un bar gay, et on pense que ça va continuer. Ce que ça montre, c'est que cette opération d'infiltration n'a pas été neutre. D'une part, ça n'a pas été neutre sur sa sexualité. On sent qu'il y a une dérive du désir, et que sans doute, le désir de sexe s'est peut-être accompagné d'un désir de meurtre. Et le film ne dit pas que Al Pacino est devenu un meurtrier, mais le film laisse l'hypothèse qu'il est devenu un meurtrier. C'est la mise en scène qui nous le dit, ça. Et après, chacun interprétera le film comme il le souhaite. Et ça, Friedkin est revenu là-dessus après en disant « Mais oui, je tiens, on me demande si... » Non, je ne dirai pas. Chacun vit le film comme il veut. Le film reste ouvert. Mais en tout cas, quelle que soit la réponse que chacun va fournir, on ne peut pas nier l'ambiguïté qu'il y a dans cette conduite du personnage de Pacino. Et ce qui rend le film totalement passionnant et totalement inattendu. C'est-à-dire qu'après ce regard, il y a cette scène sur l'Hudson River, et c'est la fin. C'est le générique de fin, avec la musique, etc. C'est très saisissant.
C'est très saisissant. Je me souviens la première fois que j'ai vu le film, me demander mais comment ça se fait, comment ça se termine comme ça. On aurait voulu qu'il y ait quand même quelque chose de plus apaisant à la fin, qu'on nous dise ce qu'il en est, même que oui, que finalement il est devenu meurtrier, mais qu'on le sache. Or non, on va nous laisser dans cette incertitude, et c'est ça qui donne tout son prix au film. Voir un film de Friedkin, c'est pas simplement voir une fiction policière comme on pourrait en regarder comme un unitaire à la télévision. L'idée, c'est toujours de vous promettre quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que là, il proposait ce contexte new-yorkais du sadomasochisme gay, qui est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et puis vraiment soigner la mise en scène, avec encore derrière tout un travail à la salle de montage, où le film a un peu bougé, tout ce travail sur les voix dont je vous parlais tout à l'heure, pour rajouter de l'ambiguïté, ça a bien sûr été fait dans la salle de montage, où les films de Friedkin ne sont pas réécrits, mais l'ordre de certaines séquences sont changés, il coupe certaines choses qui tombent pour que ce soit plus rapide, plus clair. On peut dire que les films de Friedkin sont écrits 3 fois, quoi. Ils sont écrits, ils sont tournés, et après ils sont montés, et que les 3 fois il est là. C'est en cela que c'est un auteur, c'est en cela qu'on reconnaît sa patte, et c'est en cela que c'est un vrai plaisir de revoir Cruising aujourd'hui, où on retrouve peut-être ce qui est l'essentiel du cinéma de Friedkin, qui est l'ambiguïté. L'ambiguïté derrière l'effet choc. On pourrait peut-être résumer la carrière de Friedkin à ça.